ça se défait pendant un certain nombre d'années ou de mois ou de je sais pas quoi, ça dépend des gens, des fois ça dure 10 ans, des fois ça se défait, et ça repasse par tous les stades de la construction du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, nous, on ne l'a pas construit en 5 minutes. Entre le moment où on est né, on était un bébé qui faisait juste ouah, rien d'autre. Nous, on est capable de faire des études ou je sais pas quoi. Il s'est passé beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et donc là, toutes ces choses, elles se défoncent, elles se détricotent en fait. Et donc, il faut bien voir, quand on est en face d'un malade, il faut bien voir qu'il est lui-même, mais ses moyens vont par exemple être les moyens d'un enfant de 10 ans, disons. Donc, est-ce qu'il peut aller chercher le pain tout seul, oui ou non? C'est la question. Ça dépend si c'est loin, ça dépend si c'est pas trop loin, ça dépend de beaucoup de choses. Si la boulangerie est en face, bon, ben, pas de problème. Si elle est à 4 ou 5 rues, peut-être qu'il y a un problème. On ne sait pas, mais il faut essayer, vous voyez. Donc, c'est très important de s'adapter aux moyens que le cerveau il a, le moyen de la personne. Et ces moyens, ils changent. Donc, il y a une façon de s'adapter qui est assez simple, c'est de faire disparaître tout ce qui pose un problème. Tous les objets qui posent un problème, il faut les faire disparaître. Vous voyez? Et donc, ça arrive, on simplifie beaucoup dans une maison, on peut beaucoup simplifier de choses dans une maison et aussi dans un jardin, on peut simplifier. Il faut faire disparaître tout ce qui est un problème. Par exemple, quelqu'un peut savoir très bien se servir d'une tronçonneuse, mais un jour, il commence à plus savoir comment ça marche. Et bien, la tronçonneuse, elle disparaît. Dans un placard, dans un grenier, dans n'importe où, on la donne au jardinier, enfin on fait autre chose, mais elle n'est plus là. Elle ne sera jamais réclamée. Un objet qui a disparu n'est jamais réclamé, c'est pratique. Donc dans la perte de mémoire, il y a des choses pratiques. Et par exemple, c'est quelqu'un qui m'a raconté une histoire comme ça aujourd'hui, mais j'en ai aussi une autre. Mon mari, par exemple, s'était horriblement fâché avec l'un de mes frères, parce que le petit frère s'est assez mal conduit avec lui. Alors on peut dire, en vérité, c'était lui qui avait tort, mais bon, peu importe. Et donc, ils ne se parlaient plus. Du tout, ils ne se voyaient plus depuis 20 ans. Là-dessus, vu que mon mari ne se rappelait rien, j'ai dit, on va tenter de faire revenir le petit frère pour voir. Ah, bonjour, comment allez-vous, monsieur, et tout ça. Ah, mais j'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés, on s'est déjà vus, bon, et voilà. Et donc, ils sont devenus très copains, et c'était extra. Alors qu'on n'aurait jamais pu réparer la relation autrement. Hein, et ben, donc, on peut créer des relations complètement nouvelles sur un terrain vierge, puisque, justement, il n'y a pas de mémoire. Vous faites très bien de perdre la mémoire, ça libère des énergies, ça peut aussi avoir des côtés sympas. Parce qu'en fait, rien n'est désagréable dans la vie. Il y a toujours, quand quelque chose est agréable, il y a toujours un côté désagréable à un moment ou à un autre. Et quand quelque chose est désagréable, il y a toujours un côté agréable à un moment ou à un autre. Il faut juste être capable de ne pas le louper. Voilà, c'est ça, de l'attraper bien. Voilà, ça c'est important, c'est très très important. Maladie de la gestion de l'information. Or, ce qui est très important de savoir, même nous-mêmes, quand on est stressé, on n'arrive pas bien à gérer les choses. Puis si on est stressé, si on a peur, si on est inquiet, si on se sent mal, on va avoir du mal à gérer les choses. Alors quelqu'un qui se repère pas bien, il est déjà stressé au départ. Donc il ne faut pas, si on rajoute du stress au stress qui est déjà là, il y en a trop. Et ça déborde. Et c'est là qu'il y a des problèmes de comportement, comme on dit. Mais les problèmes de comportement, ils ne tombent pas du ciel. Ils arrivent dans un contexte, dans un entourage, dans quelque chose. Et puis, ils peuvent arriver souvent, les gens souvent ont une impression que la vérité, c'est une chose et pas une autre. Et donc, ils ont toujours l'impression qu'il faut qu'ils réparent la vérité. Voilà, qu'ils disent, mais non, t'as dit ça, mais c'est pas vrai, ce qui est vrai, c'est ça. Alors qu'on s'en fiche. Par exemple, nous, on arrive dans notre maison de campagne et mon mari dit « Ah, mais ça me plaît ici, ça me plaît bien. Est-ce que tu as pu t'arranger avec la propriétaire pour qu'on y reste? Parce que j'aimerais bien rester ici. » Bon, c'est lui le propriétaire, mais il n'est pas au courant. Et je ne vais pas lui dire je dis « Mais oui, bien sûr, je me suis arrangée, tout va bien. » Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, l'idée, c'est de rester dans de ne pas aller répondre plus loin. Ou par exemple, si la personne dit ce qui est très courant, j'aimerais téléphoner à ma mère et sa mère, elle est morte depuis 30 ans. Il y a des gens, vous savez quoi, ils vont chercher le certificat de décès, regarde, tu vois, elle est morte, c'est marqué dessus, ou alors je t'amène au cimetière si tu veux. C'est idiot. C'est complètement idiot, la personne, elle veut téléphoner à sa mère, pourquoi? Parce qu'elle se sent pas bien. Et elle se rappelle qu'à une époque, quand elle était enfant, ou je sais pas quoi, avec sa mère, ça se passait bien. Donc elle veut téléphoner à sa mère pour essayer de retrouver un sentiment agréable. Donc si on commence à la critiquer, à lui expliquer qu'elle est bête et qu'elle n'a rien compris,
le sentiment désagréable qu'il y a, il va se multiplier par beaucoup de chiffres et ça va être terrible. Alors que si on dit, alors des fois il faut trouver la bonne réponse, des fois, alors je peux vous en donner plusieurs parce que moi j'en ai trouvé quelques-unes qui sont pas mal. Et bien il faut dire, je suis désolée, j'ai pas son téléphone, c'est vraiment très désolant et je peux pas l'appeler. C'est vrai, je peux pas l'appeler, elle répond pas au téléphone, enfin je veux dire, j'ai pas de numéro quoi. Voilà. Mais alors on propose autre chose, est-ce que tu veux qu'on téléphone, je sais pas qui, je sais pas quoi, enfin bon, qu'on fasse autre chose, qu'on aille se promener, enfin. On peut toujours proposer autre chose. Voilà. On peut toujours proposer autre chose. Il faut toujours rester sur le plan des faits concrets. Par exemple, hier j'ai fait une conférence, il y a une dame qui était complètement en train de pleurer tout le temps, parce que sa sœur, voilà, et alors il a pris la voiture, la sœur n'est pas contente, alors elle se dispute. C'est tellement simple. Avant tu avais une voiture, et maintenant tu n'as plus de voiture. Il faut rester là, et pas donner d'explication. Parce que si on dit j'ai été obligé de te prendre la voiture parce que tu as une maladie, parce que tu as la maladie Alzheimer, parce que c'est pas bien, parce que tu vas écraser les jambes. Alors là, on ouvre la porte à un courant d'air méchant qui va tout mettre par terre. Hein. C'est vraiment ça. Donc il faut vraiment rester tout simple, tout droit, comme ça, tranquille. Avant, tu avais une voiture, maintenant, tu n'as plus de voiture. Et moi, à un moment donné, j'ai mis un code à la porte. C'est-à-dire, j'ai supprimé la poignée de porte. À partir du moment où, une fois il s'est perdu, je n'allais pas recommencer deux, hein. Une fois il s'est perdu, un code à la porte, donc il ne peut jamais plus sortir, parce qu'il ne peut jamais se rappeler le code. Même si on le fait devant lui 50 fois, grâce à cette maladie, il ne peut pas s'en rappeler. Donc, il faut utiliser les choses qui sont là. Donc, le code, on est tranquille, il ne peut jamais sortir tout seul. Des fois, quand il allait sortir, il se mettait à côté du code et puis il attendait. Bon. Mais parce qu'il savait que pour sortir, il fallait qu'il y ait quelque chose à cet endroit-là. Il dit quoi? Mystère et boule de gomme. Voilà. Donc, et à ce moment-là, il me dit pourquoi j'ai plus ma clé. Parce qu'avant, il avait la clé dans sa poche, il sortait tout seul, il rentrait tout seul. Ben, j'ai dit voilà, avant tu avais une clé, maintenant il n'y a plus de clé. Voilà, c'est tout. Et ça correspond à ce qu'il voit. Il voit qu'il n'a plus la clé. Donc on lui dit oui, tu n'as plus la clé, oui, tu n'as plus la clé, oui, tu n'as plus ta voiture, c'est vrai. Donc, oui, ça fait du bien. Non, ça ne fait pas du bien. Vous voyez, si on dit non, tu n'as plus ta voiture parce que tu n'es pas capable de t'en servir, ça, c'est tac, tac, c'est comme ça on fait deux claques. Hein, à peu près, quoi, je veux dire. Alors, oui, tu n'as plus ta voiture, mais moi, si tu veux, je peux t'amener dans ma voiture, ou je ne sais pas quoi, tu veux te promener, on peut aller, enfin, après, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais oui, tu n'as plus ta voiture, c'est vrai. Vous voyez, en restant comme ça, et si on est calme, alors c'est ça le truc. C'est que si on n'est pas calme, si l'autre, comme elle était hier en train de pleurer tout le temps, je veux dire, elle ne va pas pouvoir aider sa sœur du tout. Quoi. Il faut bien savoir que si on est bouleversé, si on se sent mal, si on est angoissé, si on est malheureux, si on se sent coupable, on ne peut aider personne. Mais personne. Donc il faut vraiment le savoir. À ce moment-là, on ne fait rien. Vous voyez, si on ne sait pas quoi faire, on ne fait rien. Moi, ça me paraît très important. On est devant une situation, on ne sait pas comment faire, on ne fait rien. Je ne sais pas quoi répondre, je réponds rien. Je ne sais pas quoi répondre. Et je réfléchis pour savoir qu'est-ce que je pourrais bien répondre. Je ne sais pas. Et en plus, si ça ne se passe pas bien, ce qu'il faut faire, il faut partir. Si ça se passe mal, il y a quelque chose d'un secours qui ça va pas. Et bien, vous sortez, vous fermez la porte, et vous attendez un peu dehors que l'émotion descende, et puis après, vous rentrez, hein, prudemment, pour savoir si ça va mieux. Voilà. Donc moi, ça m'est arrivé cette histoire une fois où j'aurais pu avoir peur, mais bon, j'ai pas eu peur. Enfin, j'ai eu un peu peur quand même. C'était en pleine nuit, mon mari qui se lève et qui se met d'un seul coup à défaire son lit, à balancer toutes les couvertures dans tous les coins. Enfin, truc très 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 bizarre. 2h du matin, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quoi, je ne comprends rien. Je me lève et je me dis bon, là, je ne vais pas pouvoir dormir de toute façon. Alors j'ai dit quelque chose. Là, je voyais bien qu'il était agité de façon tout à fait pas normale. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, et vous sortez d'où, vous? Comme si j'étais rentrée par la fenêtre. Alors je tente, je crois que ça fait bientôt 50 ans qu'on dort dans la même chambre. Ah bah ça c'est vous qui le dites. Bon, là je sors. Hein, t'es courageux, mais pas des mains. Je sors et j'attends un peu de voir ce qui se passe. Ça s'agit de toujours partout, j'ouvre un peu la porte comme ça. C'est toujours pareil, là il a défait mon lit, son lit, il a tout mélangé, on ne sait pas, il s'agit. Je ne sais pas quoi faire.
Bah, j'allume les lumières, 2h du matin, 2h30. Qu'est-ce que je pourrais? Je sais pas quoi faire, je ne fais rien. Bon, au bout d'un moment, j'ai une idée, je me dis, tiens, je vais tenter la robe de chambre. Parce qu'il adorait toujours enfiler sa robe de chambre, c'était un truc, ça lui faisait un plaisir fou. Donc, je cherche la robe de chambre, j'arrive comme ça. Sur la pointe des pieds, n'est-ce pas? Il l'enfile. Je me dis, ça y est, là, il y a un truc, collaboration. Il l'enfile. Et du coup, je me dis, ben, tiens, on va faire comme si c'était le petit déjeuner. Parce que, bon, donc il est peut-être 3h du matin, donc on va à la cuisine, on fait genre c'est le petit déjeuner, voilà, bon, il suit. On y va, il s'installe sur sa chaise, et tous les matins, comme il est toujours très impatient, parce que l'Alzheimer, on ne peut pas compter le temps. 5 minutes, un siècle, plusieurs années, c'est pareil. Alors, en attendant que le café arrive, je lui donnais toujours une pomme avec un couteau pointu pour qu'il l'épluche. Et là, je lui donne le couteau pointu et je ne suis pas rassurée du tout, je peux vous dire, je plie le couteau pointu. Je me dis à distance, il épluche sa pomme, il la mange comme dame. Le café arrive, on prend le café, le petit déjeuner, tout ça. Mais il a les yeux pas normaux, c'est des yeux, il a des yeux comme ça qui sont très bizarres. Il me regarde sans me voir, il ne me voit pas sans me regarder, enfin, un truc qui n'est pas du tout normal. Je vois bien qu'il y a un trouble, et je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas, je sais pas. Voilà. Il prend un petit déjeuner, il mange ses tartines, bon, puis il commence à faire un peu jour, on est à la campagne, je vois le volet, on sort sur la terrasse, on prend un peu l'air, puis très tôt, il y a un oiseau qui se met à chanter. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il siffle, il répond à l'oiseau. L'oiseau il fait titi, ils discutent ensemble avec un oiseau. Je suis hallucinée, jamais j'ai entendu une histoire pareille, jamais j'ai rien fait comme ça. Je pousse un grand soupir en me disant, bon, il doit lui rester quelques neurones. Parce qu'à un moment donné, je croyais qu'il n'y en avait plus du tout. Hein. Et il me regarde et me dit, ah, mais t'as l'air mieux, t'avais l'air inquiète comme tout. Ah, tu m'as fait peur. Ah, ça fait rigoler. Alors moi aussi, j'ai rigolé parce que finalement, comme j'ai paniqué, comme il avait l'air paniqué, j'ai paniqué aussi quand même. Hein. Donc je lui ai fait peur. Donc il avait très peur. Pendant tout ce temps-là, il avait très peur en fait. Et quand il a vu que je poussais un grand soupir, il était complètement calmé, il est revenu normal. Et je ne savais toujours pas ce que c'était cette histoire. Et au repas de midi, il mange et d'un seul coup, je fais comme ça avec sa joue, avec sa main. Je me dis, mince, on dirait qu'il a mal une dent. Bon, j'en sais rien, hein. J'ai fait ouvrir la bouche, je vois rien. Bon. Donc l'après-midi, on va chez un dentiste, il était très gentil. Donc on va, et il fait ouvrir la bouche. Mais elle me dit, madame, enfin, mais votre mari il a une dent de sagesse entièrement carriée, regardez-moi ça, mais c'est une honte, regardez-moi ça. Elle est carriée, mais il doit avoir très mal. En fait, il a eu une rage de dents pendant la nuit. Voilà. Et ça, voilà. Donc, en plus, elle ne peut même pas te soigner parce qu'elle est tellement pourrie la dent, il faut l'arracher. Enfin bon. La suite, je vous raconte pas, mais bon, voilà. Pour dire que quand il y a un problème de comportement, il y a toujours des explications, souvent physiques. Mais le malade peut avoir très mal quelque part et être incapable de le dire parce qu'il ne le sait pas. Parce qu'il a perdu les repères extérieurs et les repères intérieurs. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire qu'il a mal aux pieds, à la tête, il n'en sait absolument rien. Exactement comme un enfant. Vous avez un enfant de 4 ou 5 ans qui crie, qui se roule par terre. Ah, mais arrête tes caprices, mais pourquoi tu cries comme ça? Mais qu'est-ce que t'as? Il ne va pas dire, papa, maman, j'ai une crise d'appendicite, il faut m'amener à l'hôpital. Non, il ne va pas le dire. Et ben voilà. Ben, c'est un peu, on est dans la situation assez équivalente. Le malade ne sait pas ce qu'il a, il peut très bien avoir quelque chose, du mal à la tête par exemple. Je ne sais pas quoi, enfin, tous les maux dont on peut souffrir nous aussi, hein, il peut souffrir aussi, mais il ne peut pas le dire parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Voilà. Donc il faut deviner. C'est différent pour chacun, parce que ce n'est pas les mêmes choses qui mettent les gens de bonne humeur. Chacun, en général, recevoir des compliments, des choses comme ça, mais c'est pas si on doit aller chercher la bonne humeur, il faut savoir où elle est, quoi. Il faut aller la chercher. Et c'est très important d'être capable soi-même de se remettre de bonne humeur. Enfin, c'est vraiment très important, parce que si on est de mauvaise humeur, il y a tout qui va... Ça va vraiment pas bien se passer, quoi. C'est sûr. C'est un peu comme si quand vous prenez la route, ou l'autoroute, si vous prenez l'autoroute dans le bon sens, vous pouvez avoir des embouteillages, vous pouvez avoir des pannes, vous pouvez avoir
ils ont mis n'importe quoi. Mais si vous prenez l'autoroute en sens inverse, là, vous êtes sûr que vous allez droit sur une catastrophe. Eh bien, dire non à un malade Alzheimer, l'aborder en étant de mauvaise humeur, c'est prendre l'autoroute en sens inverse. Vraiment. Donc il ne faut pas le faire. Donc si on ne peut pas, alors après on peut se dire, eh ben moi je ne peux pas. Eh ben je ne peux pas, eh ben si je ne peux pas, eh ben il faut le savoir, il faut laisser une autre personne s'occuper, il faut trouver une solution. Je dis, mais attendez, si quand vous arrivez, vous faites la tête, faites la gueule, je dis ça comme ça, vous êtes poil, votre mère elle le ressent et ça ne lui fait pas plaisir. Donc si vous venez la voir, c'est pour lui faire plaisir normalement. Logiquement, ça devrait être ça. Donc si vous n'êtes pas capable de le faire, eh ben ne le faites pas. Ou alors attendez d'avoir envie d'y aller. Alors les gens, ils sont marrants parce que des fois ils me disent, ah ben oui, au bout de 3 semaines, j'y suis allée, ça s'est bien passé. Donc si, chacun doit soi-même se discipliner. Si je ne suis pas capable d'y aller tranquillement, eh ben il vaut mieux pas y aller. C'est juste tout simple. Restons au niveau des faits. Hein. Pas des idées imaginaires, je dois aller voir ma mère parce que c'est ma mère. Non, si je fais quelque chose, il faut que ça ait du sens. Si je vais voir quelqu'un qui est malade, il faut qu'il se sente mieux une fois que je l'ai vu qu'avant que je vienne. Sinon, quel intérêt? Et si j'y vais, c'est pas pour me sentir plus mal d'y avoir été que de pas y aller. Il faut qu'une action soit positive, sinon c'est absurde. Sinon, il n'y a pas de fin à la misère humaine. Si on fait que des actions qui vous rendent malade ou qui c'est ouvrir la porte à tous les coronaires froids qui viennent du Nord, ou je sais pas où, enfin bon, un truc qui va pas, quoi. Donc, c'est très important de sentir ce qu'on sent, voilà. Ça fait partie des choses qu'il faut apprendre, et qu'on peut apprendre justement au contact de quelqu'un qui a Alzheimer. C'est pour ça que moi j'ai appelé mon dernier livre, Alzheimer, une école de bienveillance. Parce que comme j'expliquais à Frédéric Lopez, vivre avec quelqu'un qui a Alzheimer, ça vous oblige quand même à un certain nombre de choses. Ça oblige à utiliser toutes ses ressources. Ça oblige à se poser beaucoup de questions. Ça oblige à réfléchir qu'est-ce qui est important dans votre vie. Ça oblige à vivre d'une façon plus intense, plus intéressante. Plus amusante même des fois. Plus intéressante en tout cas. Voilà. Donc moi je le prends comme ça. Et du coup, on augmente sa capacité à être bienveillant. Ce qui est quand même une chose qu'on n'apprend pas à l'école, hein. Ni dans notre société, jamais. Hein. Jamais on vous dit c'est important d'être bienveillant, pas du tout. On vous dit c'est important de réussir, de faire ci, tous ces trucs, d'être compétitif, d'être le plus fort, le plus machin, Il n'y a pas un championnat olympique de la bienveillance. Il n'y en a pas. Ni de la bonne humeur. Donc comme je dis, si on arrive à avoir une bonne relation avec quelqu'un qui a Alzheimer, vous n'avez plus jamais aucun problème de relation avec personne. Ce qui est quand même sympa. Donc, si vous voulez, une personne qui vit seule, au bout d'un moment, si on la laisse seule, ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Donc ça, il faut vraiment le savoir, il faut vraiment l'anticiper, il faut vraiment le comprendre. Bon, moi, je donne un exemple qui a été très proche de moi. C'était un voisin qui habitait au rez-de-chaussée, moi je suis au 2e étage, hein, qui donc a commencé l'Alzheimer. Moi, j'ai repéré tout de suite, hein, parce que ça, je repère bien. Et j'ai essayé de parler à son fils, il avait un fils unique, et le fils ne s'entendait pas avec son fils, en plus. Voilà. J'ai jamais rien pu faire pour lui. Et c'était un homme que j'ai vu se dégrader, mais vraiment, parce qu'à partir d'un moment, il savait plus se nourrir, il maigrissait à vue d'œil. Je le voyais dans la rue, il avait la clé autour du cou, comme ça, sa grosse clé qui était attachée. Et je l'ai vu un jour par terre dans la rue, assis dans un coin, vous voyez. Et c'était terrible, parce qu'il ne pouvait plus vivre seul. Mais il est resté seul, quand même, malgré tout ce que j'ai pu essayer de faire. Et un jour, il a failli mettre le feu à toute la maison, parce qu'il avait poussé un matelas contre un radiateur. Le matelas a commencé à s'enflammer. Il y a des fumées toxiques qui sont sorties. Quelqu'un a été frappé à sa porte et a dit, monsieur, on dirait qu'il a dit, mais vous dites que je suis fou, je sais bien, je ne suis pas fou, il n'y a pas le feu chez moi. Il n'y avait pas de flamme. Vous voyez, peut-être il y aurait des flammes, il aurait pensé feu. Mais là, il n'a pas pensé feu, mais n'empêche, il a failli mettre le feu à tout l'immeuble. Donc, un malade Alzheimer qui vit seul, il y a un danger pour lui, un danger pour les autres. Donc, à un moment donné, alors, je fais une conférence hier, elle a dit, oui, mais ma soeur ne veut pas, nanana.
Il n'y a pas veut pas, c'est pas veut pas. C'est à un moment donné, ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Écoutez, moi une fois par exemple, je veux dire, j'ai failli me noyer quand j'avais 17 ans. Hein. Donc je me baignais dans un endroit où j'aurais pas dû, le drapeau rouge, c'était la marée basse, hein. Bon, j'ai vraiment commencé à me noyer. Bon. Et bien, celui qui m'a sauvé la vie, il m'a assommé pour me sortir de l'eau. Parce que vous savez, un noyé, il s'agite. Donc je lui ai donné des coups, mais je me rendais compte de rien. Vous voyez, donc il m'a assommé pour me sortir de l'eau. Donc à un moment donné, les gens, il faut les assommer pour leur sauver la vie. Si vous voulez, vous n'avez pas le choix. C'est ou vous l'assommez, ou alors vous la laissez se noyer. Il faut choisir. Donc il faut choisir, il faut s'y tenir. Mais à un moment donné, vraiment, je vous dis, j'ai cet exemple-là, on peut en trouver plein, c'est non-assistance à personne en danger. Voilà. Après, vous pouvez la prendre ou pas chez vous. Après, vous pouvez pas, ben vous pouvez pas. Donc, c'est une institution. Voilà, c'est tout. En dehors de là, il n'y a pas une baguette magique qui va transformer les choses. Il n'y en a pas. Elle n'a pas besoin de comprendre. C'est vous qui devez comprendre. Elle n'a pas besoin de comprendre parce que c'est pas, vous n'allez pas lui expliquer si vous voulez. Quelqu'un qui a vraiment la maladie d'Alzheimer, c'est toutes les choses abstraites qui ne peuvent plus être gérées par le cerveau. Comme le compte en banque, comme faire un projet. Faire un projet, c'est pas possible parce que il y a énormément de choses qui ne peuvent plus être gérées. Bon, à ce moment-là, par contre, tout ce qui est physique, vous pouvez intervenir sur le plan physique. Tout ce qui est physique, aller se promener, jouer au ballon, éventuellement faire de la lecture haute voix, ça peut marcher. Il y a beaucoup de choses qui peuvent marcher. Mais si elle ne peut pas vivre seule, c'est un peu le même problème que la dame là, qui a parlé tout à l'heure. Ou elle peut vivre seule, ou non. C'est vous qui devez décider, parce que ou elle peut, ou non. Si elle ne peut pas, il y a des institutions qui sont faites pour ça. Voilà. Et c'est pas forcément. Mais si vous ne pouvez pas raisonner, vous comprenez l'idée. C'est impossible de raisonner. Donc il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas dire, comme je disais, on ne va pas dire à quelqu'un. Tu ne peux pas téléphoner à ta mère parce qu'elle est morte. Vous voyez. Donc si la personne n'avait pas Alzheimer, elle saurait que sa mère est morte. Mais du moment qu'elle a Alzheimer, elle ne le sait pas. Vous comprenez? Donc on peut pas, il faut surtout pas raisonner jamais, parce que ça la met la personne, ça la fait se sentir trop mal. Je vais vous raconter une histoire vraie que moi je trouve très rigolote. Ça se passe dans un EHPAD, donc dans un endroit où il n'y a que des gens qui ont Alzheimer. Et il y a une psychologue qui rentre dans une chambre et elle trouve une dame qui est assise par terre à côté de son lit. Elle lui dit, vous faites quoi là? Elle dit, ben, j'attends l'autobus pour aller chez ma soeur. C'est bien quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer qui peut parler comme ça, sinon quelqu'un d'autre attend l'autobus à un arrêt d'autobus. Les autobus ne montent pas dans les chambres, hein, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, la psychologue? Elle dit, mais madame, machin, les autobus ne vont pas dans la chambre. Mais c'est absurde, parce que si, vous comprenez bien que si elle avait compris que les autobus ne montaient pas, elle ne serait pas assise pour attendre l'autobus. Donc si elle est assise, ça se trouve, depuis 2 heures ou 3 heures à attendre l'autobus, c'est qu'elle ne sait pas, et elle ne saura jamais que les autobus ne montent pas dans les chambres, vous comprenez? Donc il ne faut pas essayer de raisonner là-dessus. Or, par contre, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe chez cette dame. Cette dame, elle se sent pas bien dans cet hôpital où elle est. Elle se rappelle qu'elle était bien chez sa sœur. Donc elle se dit, comment je peux faire pour aller chez ma sœur? Pour aller chez ma sœur, je prends d'habitude l'autobus. Peut-être sa sœur est morte depuis 30 ans, on ne sait rien, on ne sait pas. Donc elle ne sait pas où il y a un arrêt d'autobus, donc elle s'assoit à côté de son lit. Vous voyez? Et ça, c'est un comportement typique de quelqu'un qui a perdu des repères, parce que c'est les repères qui sont perdus. Oui. C'est les repères. Elle ne sait plus à quoi ressemble une station d'autobus. De toute façon, elle est enfermée dans ce truc, elle ne peut pas sortir de toute manière. Hein. Bon. Mais c'est important de comprendre que le problème n'est pas l'autobus, et pas la sœur, et que la personne ne se sent pas bien. Comment faire pour qu'elle se sente bien? C'est ça la vraie question. Il y a un truc dont on parle aussi souvent, ça s'appelle les questions répétitives. La personne pose beaucoup de fois la même question. Ça, c'est typique. Et ça, c'est typique de quoi? Une question répétitive n'est pas une question. Parce qu'il ne faut pas répondre à cette question parce que ce n'est pas une question. Une question répétitive, c'est un bug du cerveau. C'est le cerveau qui tourne en rond, comme un disque rayé, parce qu'il y a un problème.
il y a quelque part un malaise, une douleur, une inquiétude, une angoisse, c'est quelque chose qui fait une question répétitive est un signal d'alarme. Point à la ligne, c'est un signal d'alarme. C'est comme s'il y avait une lumière rouge qui s'allume, il fait tut, c'est un signal d'alarme. Donc si vous répondez à la question, ça ne sert à rien, c'est pas une question. Ça ne sert à rien, il ne faut surtout pas. Il faut essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi la personne se sent mal, qu'est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a un corps au pied, est-ce qu'elle est constipée, est-ce qu'elle a une rage dedans, est-ce qu'elle a je sais pas quoi, est-ce qu'elle a, j'en sais rien, quelque chose, toute une misère qu'on peut avoir. Mais répondre à la question répétitive, ça ne sert à rien et ce n'est pas du tout correct comme réponse. C'est pas ça la réponse. La réponse, c'est comment faire pour que cette personne se sente mieux. Voilà. Donc ça, c'est important de le noter parce qu'il ne faut pas se mettre à répondre à une question répétitive. Avant de rentrer, alors moi je vais vous faire le truc. Avant de rentrer, d'abord, disons que c'est là la porte d'entrée. Hein. Alors, quand vous êtes là, déjà, vous essayez de vous débarrasser de tous vos soucis, de toutes vos angoisses, de tout ce qui vous embête. Et vous essayez d'être de très bonne humeur. C'est un travail. Je lui ai souri. Mais si vous souriez comme ça, et que vous ne souriez pas dans votre cœur, ça ne prend pas avec les gens qui sont malades. Aussi bien ça prend avec tout le monde, mais là ça ne prend pas. Donc même vous ne souriez pas, mais vous sentez bien. Vous pensez, je suis contente de venir voir cette personne, je suis contente de venir la voir. Si vous sentez ça très fort, vous dites rien, vous dites même pas bonjour, on s'en fout. Elle s'en fout aussi. Hein. Et vous attendez de voir ce qui se passe. Et peut-être qu'elle va dire d'autres choses, on ne sait pas. Vous voyez? Mais si vous refaites la même chose qu'avant, ça va être la même chose qu'avant et ça ne va pas aller. Connaître. Et peut-être elle ne vous reconnaît pas, mais ça on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le rapport. Vous voyez, c'est pas de dire je suis machin, je suis ta fille, je suis truc, je m'appelle comme ci, je fais comme ça. Non, c'est le rapport de personne à personne, vous voyez. Et donc, si vous êtes vraiment bien comme ça, planté sur vos pieds, détendu et calme, et que vous regardez la personne à une bienveillance, quelque chose va se passer. Elle va peut-être dire autre chose. Vous n'êtes pas obligé de parler. Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est très important ça. Et souvent, dans le silence, on se fait mieux comprendre. Souvent. J'ai trouvé un article j'ai trouvé ça hier dans une revue que je reçois de la Ligue Alzheimer de Belgique. C'est quelqu'un qui a reçu un prix international pour avoir fabriqué un timbre qui s'appelle le silence Alzheimer, vous voyez. Et qu'est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui n'a pas de visage. Je trouve ça profondément scandaleux. Donc moi j'ai un blog qui s'appelle Viens vivre avec Alzheimer, je vais faire un article dès demain matin si j'ai le temps, pour dire que quand on a Alzheimer, on a le droit d'avoir un visage. Parce que qu'est-ce que c'est que cette façon de gommer le visage des gens et de dire qu'ils n'ont pas de visage? C'est un scandale total. Voilà, explique la nana comment elle a fait ça, qu'elle a réfléchi, que je sais pas quoi, que c'est n'importe quoi, et elle a eu un prix. Voilà, un prix pour ce timbre poste qui est diffusé en Belgique aujourd'hui avec, voilà, qu'on peut acheter en Belgique. Voilà, je trouve ça. Et l'autre, et vous avez vu l'autre, regardez, elle n'a pas l'air contente, hein, elle n'est pas de bonne humeur, hein, celle-là. Hein. Là, elle est là, mais regardez ça. Hein. On sent que ça ne va pas du tout là. Hein. Donc il n'y a rien qui va là-dedans. Les deux sont pas bons. C'est pas un exemple à suivre. Voilà. Parce que la mémoire, si vous voulez, si on se rappelle ce qu'on a fait la veille, si on ne se rappelle pas, ou si on ne se rappelle pas du nom d'une personne, ou si on ne se rappelle pas des choses, c'est pas très très important. Ce qui est très gênant, c'est si on perd les repères. C'est pour ça que moi, je voulais depuis très longtemps qu'on appelle cette maladie la confusionnite. Parce que véritablement, la personne va confondre des choses qui se ressemblent. C'est-à-dire que pour elle, les choses se ressemblent, donc elle les mélange. Pour nous, elles ne se ressemblent pas. Alors, on va prendre par exemple des exemples simples. Par exemple, une porte ressemble à une autre porte. Ça veut dire qu'on ne sait plus de quelle porte il s'agit. Est-ce que c'est une porte de placard? Est-ce que c'est la porte des toilettes? Est-ce que c'est la porte d'entrée? Est-ce que c'est la porte de la cuisine? On ne sait plus. Parce que c'est une porte, vous voyez. Alors que nous, quand on voit une porte, on sait, ah, ça c'est la porte de... Voilà. Tout de suite, le cerveau, vous savez que le cerveau, il travaille 24 heures sur 24, et il y a toute vitesse, tout le temps. On ne s'imagine même pas le travail que ça fait là-dedans. C'est inouï. Bon. Et là, ce travail, il est ralenti. Parce qu'il y a des bugs, c'est comme une lampe de chevet, vous savez, qui s'allume ou qui ne s'allume pas. Alors, des
Des fois, le courant il passe, des fois il passe pas. Ouais, bon. Et la personne va confondre. Alors, comment faire quand on est en face d'une personne qui confond, par exemple, la porte du frigidaire et la porte d'un placard? C'est là la première fois que j'ai vu. Je vois mon mari qui prend une grille-pain et qui s'apprête à le mettre dans le frigidaire. Alors, on peut pousser des cris, mais quoi, un grille-pain, ça chauffe, le frigidaire, c'est froid. Mais ça, non. C'est une porte à côté, il y a la porte du frigidaire, et à côté, il y a la porte d'un placard où on met le grille-pain d'habitude. Donc, une porte, c'est à côté d'une porte. Et ben, on ne sait plus quelle porte c'est. Voilà. C'est ça qu'il faut voir. La maladie, c'est ça. Tout ce qui fait plaisir, ça fait du bien. Voilà. Et ça fait aussi du bien aux gens qui sont Alzheimer, parce que c'est pas des martiens, c'est des gens comme nous. Ce qui leur fait plaisir, leur fait plaisir. On leur fait des compliments, ça leur fait plaisir. On leur fait des critiques, ça leur plaît pas. Hein. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc tout ce qui fait plaisir est bien, tout ce qui fait pas plaisir est pas bien. Donc, voilà.